Cette mendiante n'a même pas participé pour le gâteau. Mange, la clocharde, a crié ma belle-mère à notre mariage, en m'étalant un morceau de gâteau sur tout le visage. Mon mari et les invités ont ri. Je me suis essuyé doucement, j'ai pris calmement le micro et n'ai prononcé qu'une seule phrase. Après cela, ma belle-mère s'est évanouie et le marié est devenu blême. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Émilie redressa délicatement la nappe d'un blanc immaculé sur la petite table d'un café chaleureux du centre-ville de Boston. En face d'elle était assis Robert, son fiancé, la contemplant avec admiration. Ses yeux bruns brillaient d'amour et ce même sourire qui avait fait chavirer son cœur 6 mois plus tôt se dessinait sur ses lèvres. Ils discutaient des détails de leur mariage imminent, et Émilie se sentait comme l'héroïne d'un conte de fées magiques. Elle, une fille simple élevée par son oncle, était sur le point d'épouser l'héritier de l'un des plus célèbres empires de la construction de la ville. « Émilie, es-tu sûre de vouloir des lys? Les roses ne seraient-elles pas mieux? Elles semblent plus prestigieuses, dit doucement Robert en lui touchant la main. « J'adore les lys, sourit-elle doucement. Ils sont si délicats et authentiques. Comme tu voudras, mon amour. Tout pour toi. » Leur romance avait été rapide et magnifique. Il était le fils de Charles Brown, propriétaire de l'entreprise Stroy-Garand, et elle était une paysagiste talentueuse. Ils s'étaient rencontrés sur l'un de ses projets, où Émilie concevait le jardin d'un nouveau complexe résidentiel. Il avait été charmé par sa modestie, son intelligence et la force tranquille qui émanait de chacun de ses gestes. Elle était tombée amoureuse de son attention, de sa cour charmante et de l'aisance avec laquelle il semblait traverser la vie. Cependant, le conte de fées commença à se fissurer lorsque Robert décida de la présenter à ses parents. Les Brown vivaient dans un immense manoir de banlieue, qui ressemblait plus à un palais, avec des colonnes, des sols en marbre et des domestiques. Émilie, arrivée avec un modeste bouquet et une boîte de chocolat fin, s'est immédiatement sentie déplacée. Selena, sa future belle-mère, une grande blonde bien entretenue dans une robe de soie, lui lança un regard scrutateur de la tête aux pieds, la mettant mal à l'aise. Paysagiste, répéta-t-elle avec un mépris à peine dissimulé en apprenant la profession d'Émilie. C'est quelque chose comme une jardinière, n'est-ce pas? Pas exactement, tenta d'expliquer Émilie. Je crée des concepts, je travaille avec l'architecture spatiale. Oh oui, bien sûr, l'interrompit Selena. Et que font vos parents, Émilie? Émilie se crispa intérieurement. C'était la question la plus douloureuse. J'ai grandi sans parents. Mon oncle, Marcus Wright, m'a élevé. Un oncle? Les sourcils de sa belle-mère se haussèrent. Et que fait votre oncle? J'espère qu'il dirige une entreprise respectable. Il possède une entreprise de construction. Une petite, répondit Émilie, comme son oncle le lui avait demandé. Eh bien, c'est déjà ça, dit Selena avec condescendance, avant de perdre immédiatement tout intérêt pour elle. Charles, un homme imposant et autoritaire au regard lourd, la salua à peine d'un bref signe de tête. Toute la soirée, Émilie se sentit comme sous un microscope. Chaque geste, chaque mot était évalué et pesé. Elle réalisa que dans ce monde de luxe et de snobisme, une pauvre orpheline élevée par un oncle contremaître n'était pas la bienvenue. Lorsqu'un mois plus tard, Robert la demanda en mariage malgré le mécontentement évident de ses parents, elle était sur un petit nuage. Elle décida que l'amour vaincrait tout et que les Brown finiraient par l'accepter. Mais elle se trompait lourdement. La conversation sur le mariage eut lieu une semaine après les fiançailles, dans cette même maison. Ton père et moi avons discuté de votre décision, commença Selena d'un ton officiel, tandis que Robert regardait son assiette d'un air coupable. Nous n'interférons pas. Après tout, Robert est déjà un grand garçon. Elle marqua une pause, savourant les faits. Nous ne financerons pas cette mésalliance. Pas un centime. Considérez cela comme votre premier test d'indépendance. Si vous tenez tant à vous marier, vous devrez tout payer vous-même. Émilie eut le souffle coupé. Ce n'était pas seulement un refus d'aider. C'était une humiliation publique. Maman, pourquoi fais-tu ça? Murmura Robert. Je suis juste honnête, rétorqua Selena. Que ta fiancée prouve de quoi elle est capable. Peut-être que son oncle maçon finira par débourser pour une célébration décente pour sa nièce chérie. Bien que, à en juger par son apparence modeste, il soit pauvre comme Job. Charles soutint silencieusement sa femme d'un grognement approbateur. Émilie resta assise, les yeux fixés sur son assiette, sentant les larmes lui monter à la gorge. Elle s'était attendue à de la froideur, mais pas à une cruauté aussi flagrante.
Elle chercha du soutien dans le regard de Robert, mais il se contenta de hausser les épaules, impuissant, comme pour dire « Que puis-je y faire ? Ce sont mes parents. » Ce soir-là, en rentrant en taxi, Émilie pensa pour la première fois qu'elle faisait peut-être une erreur. Mais son amour pour Robert et un espoir naïf que les choses s'arrangeraient l'emportèrent sur ses doutes. Elle décida qu'elle s'en sortirait. Elle leur prouverait qu'elle était digne de leur fils. Elle ne savait pas encore que ce dîner n'était que le premier acte d'une longue pièce d'humiliation que sa future belle-mère avait déjà commencé à mettre en scène, et que la dernière scène, la plus cruelle, se jouerait à son propre mariage, devant des centaines d'invités. Le premier signal d'alarme avait retenti, et il était assourdissant. De retour chez elle, dans son confortable appartement de 2 pièces sur l'avenue que son oncle lui avait offert à la fin de ses études, Émilie laissa couler ses larmes. Elle pleurait de douleur, d'humiliation et d'impuissance. Robert tenta de la réconforter, disant que ses parents s'adouciraient avec le temps, que leur amour était le plus important. Mais ses paroles sonnaient creuses et peu convaincantes. Il ne l'avait pas défendue, n'avait pas remis sa mère à sa place, et c'est ce qui faisait le plus mal. Le lendemain, les yeux rouges et striés de larmes, elle se rendit chez son oncle. Marcus vivait dans un quartier central et calme de la ville, dans un immeuble de l'époque stalinienne au plafond. Il l'accueillit à la porte et ses yeux bienveillants et perspicaces comprirent tout immédiatement. Il la conduisit silencieusement à la cuisine, lui prépara sa tisane préférée et s'assit en face d'elle, prêt à l'écouter. Émilie lui raconta tout, l'accueil glacial, les remarques cinglantes de Selena, le refus humiliant d'aider pour le mariage. Son oncle écouta sans l'interrompre. Seules ses lèvres se serrèrent et une lueur d'acier apparut dans ses yeux. Quand elle eut fini, il lui prit la main. « Émilie, ma nièce. Que croyais-tu ? Que j'allais laisser des parvenus te faire du mal ? Oncle Marcus, ils sont si... Ils pensent que je ne suis personne ? Sanglota-t-elle. C'est ce qu'ils pensent, répondit-il calmement. Maintenant, écoute-moi. Tu auras un mariage. Et ce sera un mariage tel que tout Boston en sera émerveillé. Le meilleur restaurant, les meilleurs musiciens, la plus belle robe. Je paierai tout. Mais ils demanderont d'où vient l'argent. Ils penseront que nous nous sommes endettés. Ils nous mépriseront encore plus. C'est là que ça devient intéressant. Une étincelle de ruse brilla dans les yeux de son oncle. Nous ne leur dirons rien. S'ils demandent, dis que c'est un cadeau de ma part et présente-moi comme avant, propriétaire d'une petite entreprise de construction. Laisse-les penser ce qu'ils veulent. On verra bien quelle sera leur chanson le moment venu. Émilie ne comprit pas entièrement son plan, mais elle faisait entièrement confiance à son oncle. Il avait été un père et une mère pour elle et avait toujours su ce qui était le mieux. Son calme et sa confiance se transmirent à elle. Les préparatifs du mariage commencèrent, et c'étaient ceux d'un événement d'envergure royale. Son oncle engagea la meilleure agence de mariage de la ville. La célébration devait avoir lieu au country club le plus prestigieux, Emerald Forest, avec une immense salle de banquet, une terrasse surplombant le lac et son propre parc. Les décorateurs proposèrent un thème de jardin de contes de fées avec des milliers de fleurs fraîches, des lustres en cristal et des drapés de soie. Des groupes de reprises célèbres et un animateur populaire furent invités. Lorsque Robert vit le devis qu'Émilie avait accidentellement laissé sur la table, ses yeux s'écarquillèrent. « Émilie, ça, c'est une fortune. Ça coûte le prix d'un appartement. Ton oncle, il a braqué une banque ? Il a dit que rien n'était trop beau pour sa nièce chérie, répondit calmement Émilie, comme son oncle le lui avait appris. Il a économisé pendant longtemps. Mais c'est de la folie, dit Robert en se frottant nerveusement le menton. Mes parents, quand ils sauront. Et tes parents ? Émilie le regarda droit dans les yeux. Ils nous ont dit de nous occuper du mariage nous-mêmes. Alors, on s'en occupe. Les Brown furent en effet choqués. Quand Selena apprit le lieu de la réception, elle appela même Émilie. Émilie, ma chérie, sa voix était douce comme du miel mélangé à du poison. J'ai entendu dire que vous aviez choisi l'Emerald Forest. Êtes-vous sûr de pouvoir vous le permettre ? Un seul banquet là-bas coûte une fortune par personne. Nous pouvons nous le permettre, Selena, répondit poliment Émilie. Mon oncle contrôle tout. Oh, l'oncle, traîna la belle-mère. Quel oncle généreux vous avez. J'espère qu'il n'a pas vendu son dernier appartement pour ça, car ce serait gênant s'il finissait par vivre avec vous après le mariage. Émilie serra les dents et resta silencieuse. Le mépris des Brown grandissait de jour en jour. Ils ne comprenaient pas d'où ces pauvres gens tiraient un tel argent. Leur seule explication était que son oncle s'était lancé dans des combines criminelles ou des dettes insupportables.
Ils imaginaient déjà qu'après le mariage somptueux, des créanciers viendraient voir Émilie et Robert, et qu'ils pourraient alors dire à leur fils en toute confiance, « On t'avait prévenu ». Robert était pris entre deux feux. D'un côté, il était flatté par l'ampleur de la célébration à venir. Ses amis étaient déjà jaloux, « Tu vas avoir le mariage de l'année ». De l'autre, il était tourmenté par les doutes et les reproches constants de ses parents. « Robert, comprends-tu que tu t'associes à des gens louches ?» dit son père, Charles, après que leur service de sécurité eut enquêté sur l'entreprise de Marcus Wright. Il a 3 camions rouillés et une vieille pelleteuse à son bilan. D'où a-t-il sorti les millions pour ton mariage? Il va t'attirer des ennuis. Émilie voyait à quel point son fiancé luttait. Il était devenu tendu et irritable. De plus en plus souvent, il essayait de la convaincre de réduire les dépenses. Émilie, avons-nous vraiment besoin d'un feu d'artifice à $1 demi-million? Ne serait-il pas mieux si nous... Si nous quoi? L'interrompit-elle. Si nous économisions pour que tu puisses l'offrir à ta mère pour une autre paire de chaussures? Non, Robert. Il y aura un feu d'artifice et tout le reste. C'est ce que veut mon oncle. Elle continuait de jouer son rôle, bien qu'intérieurement, cela lui pesait. Leur relation, à peine commencée, subissait déjà une sérieuse épreuve, et Robert était en train de l'échouer. Il s'éloignait de plus en plus, se rangeant de plus en plus du côté de ses parents. Émilie réalisa avec amertume qu'elle n'épousait pas un homme fort, mais un fils obéissant, trop effrayé pour s'opposer à la volonté de ses parents autoritaires. Son oncle voyait tout. « Tiens bon, ma fille, lui dit-il lors d'une de leurs rares rencontres. Bientôt, les masques tomberont. Le plus important est de garder ta dignité. Tu es la maîtresse de cette célébration. Et souviens-toi, tu n'as pas à avoir honte devant eux. » Elle faisait de son mieux. Elle se comportait avec dignité, repoussant poliment mais froidement les attaques de sa belle-mère et les doutes de son fiancé. Mais l'anxiété grandissait en elle. Elle ne savait pas exactement ce que son oncle préparait, mais elle le sentait. Le jour du mariage serait plus qu'une simple célébration. Ce serait le moment de vérité. Et cette vérité pourrait être trop cruelle pour tout le monde. Un mois avant le mariage, Selena décida de frapper à nouveau. Elle appela Robert et annonça qu'elle et Charles, en tant que personnes de statut, ne pouvaient permettre à leurs futurs parents de se présenter avec une allure de vendeur de marché. Par conséquent, elle insista pour faire du shopping ensemble afin de superviser personnellement les tenues choisies pour Émilie et son oncle. « Nous devons nous assurer qu'il ne déshonore pas le nom de notre famille, dit-elle froidement à son fils. Comme d'habitude, Robert n'osa pas protester. Il transmit la gentille suggestion à Émilie, la présentant comme un geste de bonne volonté. Maman veut juste aider, créer un lien. Elle s'y connaît en mode. Elle vous aidera, toi et ton oncle, à choisir quelque chose de vraiment sympa. Émilie comprit que c'était une autre tentative de l'humilier. Mais se souvenant des conseils de son oncle, elle accepta. Quand Marcus apprit la nouvelle par téléphone, il ne fit que glousser. Parfait. Laisse-la s'amuser. Joue le jeu, Émilie. Ce sera amusant. Ils se retrouvèrent dans la boutique la plus chère de la ville. Selena arriva accompagnée de son amie, une mondaine tout aussi pompeuse, et prit immédiatement les choses en main. Elle se moqua de chaque robe qu'Émilie aimait et la poussa vers les options les plus laides et les moins chères. « Tiens, Émilie, et c'est celle-ci », dit-elle en lui tendant une robe vert fluo avec des volants massifs. Très rafraîchissant et abordable. Pas besoin que ton oncle vende sa dernière chemise pour ta tenue. Son amie ricana dans le dos d'Émilie. Émilie essaya patiemment tout ce qu'on lui donnait, sortant à chaque fois de la cabine d'essayage avec un visage calme et inexpressif. Les vendeuses, observant cette farce, avaient du mal à garder leur sérieux. Lorsque la douloureuse performance prit fin et que Selena, satisfaite d'avoir suffisamment humilié la future mariée, s'apprêtait à partir, Marcus entra dans la boutique. Il était habillé simplement mais élégamment, un manteau en cachemire, des chaussures chères. « Bonjour », dit-il en saluant Selena d'un signe de tête. « Désolé, je suis en retard. J'avais des affaires à régler. Émilie, as-tu choisi quelque chose ?» demanda-t-il. « Pas encore, oncle Marcus. Selena m'a gentiment aidé dans la sélection, » répondit calmement Émilie. Il jeta un coup d'œil à la monstruosité verte dans ses mains et dit sèchement, « Je vois ça. Eh bien, Selena, merci pour ton aide, mais je crains que les goûts de ma nièce soient un peu différents. » Il fit un signe au directeur du magasin. « Auriez-vous la gentillesse de nous montrer votre collection exclusive? La robe que nous avons commandée d'Italie est-elle arrivée ?» Le directeur, qui avait auparavant regardé le groupe d'un air las,
s'illumina immédiatement d'un large sourire. « Oui, Marcus, bien sûr. Elle vous attend dans la cabine d'essayage VIP. Suivez-moi, s'il vous plaît. » Selena et son amie restèrent figés, la bouche bée. 10 minutes plus tard, Emily sortit dans une robe qui coupa le souffle à tout le monde. La plus fine dentelle faite à la main, brodée de perles, une silhouette qui flattait parfaitement sa morphologie, une longue traîne fluide. C'était une robe de princesse. « Parfait, » déclara son oncle. « Nous la prenons. Et s'il vous plaît, choisissez des chaussures et des accessoires assortis. » Il sortit une carte de crédit en platine de sa poche et la tendit au directeur. Selena observa la scène, et une gamme d'émotions traversa son visage, du choc et de l'incrédulité à la colère pure et simple. Son plan pour humilier la pauvresse avait misérablement échoué. L'oncle maçon s'avérait loin d'être simple. Cet événement devint un catalyseur. Les Brown réalisèrent qu'ils avaient sous-estimé la famille d'Emily. Mais au lieu de montrer du respect, ils devinrent seulement plus méfiants. Maintenant, ils étaient convaincus que l'oncle d'Emily n'était pas seulement un débiteur, mais un escroc majeur ou même un baron du crime. La pression sur Robert atteignit son paroxysme. Son père l'interrogeait chaque soir. « Tu te rends compte qu'il blanchit de l'argent sale à travers ton mariage ?» criait Charles. « Dès que tu seras marié, toutes ces dettes pourraient te retomber dessus, sur notre famille. Tu déshonoreras le nom des Brown. » Sa mère faisait écho à son indignation, en pleurant. « Mon fils, s'il te plaît, réfléchis tant qu'il est encore temps. Annule le mariage. Cette fille est un désastre ambulant. Elle te tirera vers le bas avec elle. » Robert était au bord de la dépression nerveuse. Il arriva chez Emily tard un soir, pâle et agité. « Emily, je n'en peux plus, » dit-il depuis le seuil. « Mes parents sont contre le mariage. Ils pensent que ton oncle est un criminel. Tu dois me dire la vérité. D'où vient tout cet argent ?» Emily regarda son fiancé et son cœur se remplit de pitié et de déception. Il était si effrayé, si dépendant de l'opinion de ses parents qu'il ne restait aucune trace de la confiance qu'il avait autrefois captivée. « Robert, je t'ai déjà dit que mon oncle est un homme d'affaires honnête, et il fait tout ça parce qu'il m'aime, » dit-elle fermement. « Si tu ne me crois pas, si l'opinion de tes parents compte plus que notre avenir, alors peut-être que nous ne devrions vraiment pas nous marier. » C'était du bluff. L'idée d'annuler le mariage la terrifiait. Mais elle savait qu'elle devait tenir bon. « Tu me menaces, » murmura-t-il. « Je te donne le choix, » dit-elle en le regardant droit dans les yeux. « Soit tu me fais confiance et nous traversons ça ensemble, soit tu écoutes tes parents et nous nous séparons tout de suite. » Il resta silencieux un long moment, fixant le sol. Emily pouvait voir la lutte intérieure se jouer dans son âme. Finalement, il leva les yeux. « D'accord, je suis avec toi. Mais si nous commençons à avoir des problèmes après le mariage à cause de ton oncle, je ne te le pardonnerai pas. » Il avait fait son choix, mais ce n'était pas le choix d'un homme fort. C'était la décision de quelqu'un qui avait peur de perdre un jouet brillant, un mariage somptueux dont toute la ville parlait déjà. Emily le vit, mais ne dit rien. Elle était résolue à aller jusqu'au bout, peu importe le prix. Elle ne savait pas encore que le vrai prix de ce choix serait payé le jour du mariage, et ce ne serait pas en argent, mais en un cœur brisé et une dignité piétinée. Les dernières semaines avant le mariage se transformèrent en guerre froide. Réalisant qu'ils ne pouvaient pas dissuader leur fils, les Brown changèrent de tactique. Ils cessèrent de s'opposer ouvertement, mais leur agression passive devint presque insupportable. Selena appelait Emily tous les jours sous prétexte de discuter des détails du mariage, la poussant au bord de la crise de nerfs avec des critiques constantes. « Emily, j'ai examiné le menu que tu as approuvé. Foie gras, thon rouge. Es-tu sûre? C'est si vulgaire. Dans les maisons respectables, on préfère des plats plus simples et plus raffinés. Comme de l'aspic de cendre. » « Selena, le menu est déjà confirmé et payé, » répondait patiemment Emily. « Oh, payé, bien sûr, » traînait la belle-mère. « Quand c'est l'argent des autres, c'est facile de le dépenser en futilités de mauvais goût. » Charles, pendant ce temps, commença à vérifier toutes les personnes impliquées dans les préparatifs du mariage. Il appelait l'organisateur, le restaurant, les fleuristes, se présentant comme le père du marié et essayant de fouiller dans les contrats et les conditions de paiement. Il cherchait clairement une faille, essayant de trouver la preuve que tout cela n'était qu'une grande escroquerie financière. Robert était pris entre le marteau et l'enclume. À la maison, il restait silencieux, faisant comme si de rien n'était. Mais Emily voyait à quel point il était tendu, comment il évitait son regard. Il avait cessé de lui faire des compliments, de la serrer dans ses bras le soir. Leur intimité,
tant physique qu'émotionnel, s'estompaient sous ses yeux. Ils vivaient dans le même appartement comme des étrangers, unis seulement par un objectif commun mais radicalement différent, arrivés jusqu'au jour du mariage. Émilie ne trouvait de réconfort que dans les conversations avec son oncle. « Il te teste, ma petite », lui disait-il. « Il cherche ton point de rupture. Ne cède pas. Élève-toi au-dessus de ça. Tout sera bientôt terminé. » « Oncle Marcus, je suis si fatiguée, » se confia-t-elle. « Je ne suis même plus sûre de vouloir ce mariage. Je ne suis pas sûre de vouloir épouser quelqu'un qui ne peut pas me protéger. La décision t'appartient toujours, Émilie. Mais je pense que tu devrais aller jusqu'au bout, au moins pour savoir qui est qui. » Et elle décida donc d'aller jusqu'au bout. Elle puisait sa force dans son travail, où elle était appréciée et respectée, et dans l'anticipation du moment où elle pourrait porter sa magnifique robe de mariée. Elle était suspendue dans une housse spéciale dans son placard, comme le symbole d'un rêve inaccompli qui était sur le point de se réaliser. Une semaine avant la célébration, les Brown organisèrent un dîner d'adieu pour leur cercle intime. Ils invitèrent leurs amis les plus proches, riches et tout aussi arrogants, ainsi qu'Émilie et Robert. Son oncle ne fut manifestement pas invité. « Cette soirée est réservée à la vraie famille », remarqua nonchalamment Selena. Émilie passa toute la soirée sous un microscope. Les invités des Brown l'examinaient comme un animal exotique. Ils posaient des questions indiscrètes sur ses origines, son oncle et comment elle avait réussi à mettre la main sur un marié si désirable. Émilie répondit avec calme et dignité, mais à l'intérieur, elle bouillait. Le point culminant de la soirée fut le toast de Charles. Il leva son verre, regardant directement Émilie, dit « Je voudrais porter un toast à l'ingéniosité. En ces temps incertains, savoir trouver le bon sponsor est un vrai talent. Certains investissent en bourse, d'autres dans l'immobilier, et d'autres, » il marqua une pause, balayant la salle d'un regard perçant, investissent dans un mariage réussi. C'est l'actif le plus risqué, mais aussi le plus rentable. Alors, trinquons aux investisseurs courageux. Tout le monde rit. Robert aussi. Il était assis à côté de son père, riant, la regardant droit dans les yeux. Et à ce moment-là, Émilie comprit que son oncle avait eu raison. Ce n'était pas juste un test. C'était une flagellation publique. Il voulait la briser, la faire se sentir sans valeur avant même qu'elle ne fasse officiellement partie de leur famille. Elle se leva silencieusement de table. « Excusez-moi, je ne me sens pas bien, » dit-elle, et sans regarder personne, elle se dirigea vers la sortie. Robert la rattrapa dans le couloir. « Où vas-tu ? Tu es sérieusement offensé ? Mon père plaisantait juste. »« Ton père s'amuse beaucoup, » dit-elle froidement en enfilant son manteau. « Et toi aussi, visiblement. »« Émilie, arrête. Tu gâches la soirée de tout le monde. »« C'est moi qui gâche la soirée ?» Elle se tourna pour lui faire face. « Robert, ton père vient de me traiter publiquement de croqueuse de diamants et d'escroc. Et toi, tu es resté assis là à rire. Et maintenant, tu t'attends à ce que je retourne là-bas et que je fasse comme si de rien n'était ? Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. » Aussi, c'est exactement ce qu'il voulait dire. Et tu le sais. Elle appela un taxi et partit, le laissant là, perplexe. Elle ne pleura pas sur le chemin du retour. Les larmes avaient disparu. Il ne restait qu'un vide froid et retentissant à l'intérieur et une pensée claire, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Pourquoi est-ce que j'épouse cet homme ? Elle rentra chez elle et resta assise dans le noir pendant un long moment. Elle était prête à appeler son oncle et à tout annuler. Mais ensuite, elle pensa à sa robe, à son rêve, et elle décida qu'elle ne les laisserait pas lui prendre ça. Le mariage aurait lieu, mais ce ne serait plus sa célébration. Ce serait leur champ de bataille, et elle n'avait aucune intention de perdre. Le lendemain, Robert se présenta avec un immense bouquet de fleurs et des excuses. Il dit qu'il avait eu tort, que son père était allé trop loin, qu'il l'aimait plus que la vie elle-même. Émilie accepta les excuses, mais elle ne pardonna pas. Quand elle le regardait maintenant, elle ne voyait plus l'homme qu'elle aimait, seulement un étranger, un homme faible, une marionnette entre les mains de ses parents. La tension avait atteint son paroxysme. Elle savait qu'il préparait quelque chose pour le mariage. Quelque chose destiné à la briser une bonne fois pour toutes, et elle s'y préparait, rassemblant chaque once de volonté qu'il lui restait. Elle n'avait plus peur. Elle attendait. 3 jours avant le mariage, alors que toutes les grandes préparations semblaient terminées, Selena trouva un nouveau moyen de gâcher l'humeur d'Émilie. Elle appela et annonça qu'en tant que parent du marié, il devait offrir à la mariée un cadeau traditionnel, des bijoux. Et bien sûr, ils devaient les choisir ensemble. Émilie, on se retrouve demain à midi à la maison de joaillerie First Aid, roucoula-t-elle au téléphone.
Ne sois pas en retard. Charles est un homme très occupé. Il a réservé exactement 1 heure. Émilie savait que c'était un autre piège. Après l'incident de la robe, elle savait à quoi s'attendre, mais refuser ne ferait que leur donner plus de munitions pour l'accuser de manque de respect. Elle accepta, se préparant mentalement à une autre série d'humiliations. La maison de joaillerie First Aid était la plus chère et la plus prétentieuse de la ville. Émilie arriva un peu en avance. Les Brown arrivèrent exactement à midi, ressemblant à un couple royal descendant parmi les roturiers. « Eh bien, montrez-nous ce qui a attiré votre attention », dit Selena en entrant, s'adressant à Émilie mais regardant la vendeuse. Émilie fut prise au dépourvu. Elle ne savait pas quoi dire. « Je n'ai rien choisi. Je pensais que c'était votre cadeau. » « Oh, c'est notre cadeau, bien sûr. Mais nous voulons nous assurer qu'il vous plaît, » sourit Selena, d'un air doucereux mais faux. « Alors, allez-y, choisissez. » Elle baissa la voix jusqu'à un murmure conspirateur. « Gardez juste à l'esprit que nous avons un budget serré. Nous ne pouvons pas dépenser une fortune pour vous. » C'était un mensonge flagrant. Les Brown auraient pu acheter tout le magasin sans sourciller. Essayant de rester calme, Émilie se dirigea vers l'une des vitrines. Elle fut attirée par un élégant collier en or blanc avec de petits saphirs. « Celui-ci est très beau, » dit-elle doucement. Selena s'approcha, jeta un coup d'œil au collier et fit immédiatement la grimace. « Des saphirs, ma chérie, c'est une pierre pour les femmes mûres. Il te faut quelque chose de plus simple, quelque chose qui correspond à ton statut. » Elle fit un geste impérieux à la vendeuse. « Mademoiselle, montrez-nous quelque chose de plus abordable pour une jeune mariée. Peut-être avez-vous quelque chose avec des zircons cubiques ?» La jeune vendeuse rougit de honte. Elle comprenait clairement ce qui se passait. « Nous avons une jolie collection avec des pierres semi-précieuses. »« Oui, oui. » « Sortez-la », la congédia Selena. La demi-heure suivante fut une pure torture. Sa belle-mère fit essayer à Émilie les pièces les plus cheap et les plus criardes. Des boucles d'oreilles volumineuses en améthyste, de fines chaînes avec des pierres de zircon, des bagues qui ressemblaient plus à des bijoux de déguisement pour enfants. Charles se tenait à l'écart, les bras croisés, appréciant visiblement le spectacle. « Regarde comme c'est mignon !» s'exclama Selena quand Émilie enfila une autre pièce hideuse. Simple et de bon goût, et surtout, abordable. Parfait pour toi. Émilie regarda silencieusement son reflet dans le miroir. Elle ne voyait pas de bijoux. Elle voyait une étiquette que les Brown essayaient de lui coller. Bon marché, simple, indigne. Quand sa patience fut enfin à bout, elle retira les boucles d'oreilles qu'elle venait d'essayer et dit calmement « Merci, Selena, pour votre sollicitude, mais je ne porterai rien de tout cela. »« Comment ça, tu ne porteras rien ?» s'emporta sa belle-mère. « Je fais ça pour toi, je perds mon temps. J'apprécie, mais j'ai des bijoux de famille. Je porterai cela. »« Quels bijoux de famille ?» se moqua Selena. « Les petites bagues en argent de ta grand-mère ?»« Quelque chose comme ça, » répondit Émilie d'un ton égal. « Excusez-moi. J'ai rendez-vous avec le décorateur. » Elle se tourna et sortit, laissant les Brown dans un silence stupéfait. Elle sentait leur regard furieux dans son dos, mais ne se retourna pas. Une fois dehors, elle prit une profonde inspiration. Ses mains tremblaient. Elle savait qu'elle venait de brûler le dernier pont qui restait. Maintenant, il ne la détestait pas seulement, il la haïssait. Ce soir-là, comme elle s'y attendait, Robert arriva, furieux. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» cria-t-il en arpentant la pièce. « Tu as humilié mes parents. Ils voulaient t'offrir un cadeau, et tu t'es comporté comme une véritable peste. »« C'est moi qui les ai humiliés ?» répéta calmement Émilie. Elle était assise dans le fauteuil, le regardant comme si elle le voyait pour la première fois. « Robert, ta mère m'a fait essayer des babioles bon marché pendant une demi-heure, montrant publiquement que je ne méritais rien de mieux. Et tu appelles ça un cadeau ? Elle essayait juste de t'aider à choisir. Elle a bon goût. Elle n'a pas bon goût. Elle a un profond désir de m'humilier. Et ton père a apprécié chaque seconde. Et toi ? Tu n'as même pas essayé de me défendre. Tu les as encore crus, eux. Pas moi. » Il s'arrêta et la regarda avec désespoir. « Émilie, qu'est-ce que tu attends de moi ? Ce sont mes parents. Je ne peux pas aller contre eux. »« Tu le pourrais, dit-elle doucement, si tu m'aimais. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Tu aimes leur approbation, leur argent, le monde confortable qu'ils ont construit pour toi. Et je n'entre pas dans ce monde. Ce n'est pas vrai. » Il s'approcha, tomba à genoux devant son fauteuil et lui prit les mains. « Je t'aime. Vraiment. S'il te plaît, sois patiente.
Après le mariage, les choses changeront. Ils s'habitueront à toi, verront à quel point tu es incroyable, et tout ira bien. Il la regarda avec des yeux suppliants, et un instant, son cœur vacilla. Peut-être croyait-il vraiment ce qu'il disait. Peut-être devrait-elle lui donner une dernière chance. Mais ensuite, elle se souvint du sourire narquois de sa mère, du regard froid de son père, de son propre rire pendant le toast humiliant. Et elle comprit que rien ne changerait. Ce ne ferait qu'empirer. Il ne l'accepterait jamais. Et il ne prendrait jamais son parti. Elle libéra doucement ses mains. D'accord, Robert. Je vais endurer. Plus que 3 jours jusqu'au mariage. Il prit cela pour un accord et un soulagement. Il ne réalisa pas que ce n'était pas une promesse. C'était une sentence. Elle endurerait jusqu'au mariage. Et au mariage, elle mettrait fin à tout, une bonne fois pour toutes. Le jour du mariage accueillit Boston avec un soleil radieux, une rareté pour un mois de septembre. Emily se réveilla avec une étrange sensation de calme, presque retentissante. Elle avait passé la nuit dans le meilleur hôtel de la ville, dans une suite de luxe réservée par son oncle. Elle dormit seule. Robert, suivant une tradition que sa mère avait inventée à la hâte, devait venir la chercher à l'hôtel ce matin-là. Stylistes et maquilleurs ont œuvré leur magie sur elle pendant plusieurs heures. Quand Emily se regarda enfin dans le miroir, elle vit une étrangère, mais une belle étrangère, une coiffure parfaite, un maquillage impeccable, et cette robe magique qui lui allait comme une seconde peau. Elle n'était pas habillée pour une célébration. Elle était prête pour la bataille. Robert arriva pour la chercher. Il entra dans la suite avec un énorme bouquet de roses blanches et se figea sur le seuil, abasourdi par sa beauté. « Amy, tu es incroyable », murmura-t-il. Un instant, une admiration sincère scintilla dans ses yeux, et le cœur d'Emily manqua un battement, mais elle se souvint de tout, et son regard redevint froid. La célébration à l'Emerald Forest était véritablement royale. Environ 200 invités étaient présents. Tout n'était que fleurs et cristal, musique, nourriture exquise, service impeccable. Les Brown furent parmi les premiers à arriver et agirent immédiatement comme s'ils étaient les hôtes et les principaux sponsors de l'événement. Selena, dans une robe voyante et chère qui, selon elle, faisait d'elle la star de la soirée, se déplaçait de table en table, acceptant félicitations et compliments. Charles engageait des conversations sérieuses avec ses partenaires commerciaux, qu'il avait invités sans consulter le couple. Oncle Marcus restait en retrait. Il était assis à une table avec quelques-uns de ses amis, des hommes modestement vêtus mais très sûrs d'eux, et observait les événements avec un sourire tranquille. Il ne s'approcha d'Emily qu'une seule fois, alors qu'elle se tenait sur la terrasse, respirant l'air frais de la forêt. « Prête, ma petite » demanda-t-il doucement. « Prête » acquiesça-t-elle. « N'aie pas peur. Je suis là. » La cérémonie lui parut floue. Emily récita les vœux machinalement, regardant non pas Robert, mais à travers lui. Elle se sentait comme une actrice dans une pièce bien mise en scène dont la fin était déjà écrite. Le banquet commença par des toasts. Charles, bien sûr, fut le premier à parler. Il prononça un long discours pompeux sur les valeurs familiales, la dynastie Brown et l'importance de faire les bons choix dans la vie. Pas un seul mot chaleureux ne fut dit à propos d'Emily, seulement des allusions voilées au fait que son fils lui avait fait un grand honneur en l'épousant. Puis vinrent les félicitations des amis et des collègues. Emily souriait, acceptait les cadeaux, mais se sentait détachée de la célébration. Elle attendait. Elle savait que le principal cadeau de sa belle-mère était encore à venir. Et il arriva. Lorsque l'énorme gâteau de mariage à plusieurs étages, véritable chef-d'œuvre de l'art de la confiserie, fut apporté, l'animateur tendit le micro à Selena pour le toast final avant le dessert. Elle se leva, ajusta gracieusement son collier de diamants et balaya la salle d'un regard condescendant. Robert sortit immédiatement son téléphone pour immortaliser le moment de triomphe de sa mère. « Chers invités, commença-t-elle d'une voix forte et bien entraînée, aujourd'hui est une grande fête pour nous tous. Mon fils, ma fierté, a enfin fondé une famille. Son père et moi attendions ce jour depuis longtemps. Et bien sûr, nous étions très préoccupés par le choix qu'il ferait. » Elle marqua une pause, fixant directement Emily. La vie est une chose amusante. Parfois, elle réunit des gens de mondes complètement différents. Des gens qui semblent n'avoir rien en commun, ni éducation, ni statut social, ni situation financière. Mais comme on dit, l'amour est aveugle. Et aujourd'hui, nous voyons le résultat d'un amour si inattendu. Un rire contenu parcourut la salle. Emily était assise, le dos droit, fixant sa belle-mère. « Je veux souhaiter à notre Emily, continua Selena, sa voix dégoulinant de venin,
une grande patience. Elle aura beaucoup à apprendre. Comment être à la hauteur du nom des Brown? Comment être reconnaissante pour l'opportunité qui lui a été donnée? Après tout, toutes les filles d'une famille simple n'ont pas la chance de tirer le gros lot. Elle leva son verre. Alors, buvons pour que ce succès ne lui monte pas à la tête. Les invités hésitèrent, puis crièrent maladroitement, un baiser. Robert rit et se pencha vers Émilie pour l'embrasser, mais elle détourna le visage. L'animateur, essayant de détendre l'atmosphère, annonça rapidement, « Et maintenant, le gâteau de mariage. Les mariés, votre première coupe ensemble. » On leur tendit un couteau au manche en argent. Robert prit la main d'Émilie dans la sienne et ensemble, ils firent la première coupe. Traditionnellement, le premier morceau était destiné aux parents, mais Selena repoussa l'assiette qu'on lui tendait d'un geste théâtral. « Non, non, dit-elle fort pour que tout le monde entende. La mariée devrait avoir le premier morceau. Après tout, c'est elle qui a le plus faim ici aujourd'hui. » Elle prit l'assiette avec le gâteau et s'approcha d'Émilie, qui était toujours debout à la table. « Tu sais, Amy, dit-elle, j'ai fait le calcul. Ce gâteau coûte à peu près ce que ton oncle maçon gagne en un mois. Et tu n'as pas dépensé un seul centime pour cette célébration. Ni pour la robe, ni pour les fleurs, ni pour la nourriture. Assise ici comme une reine aux frais de la princesse. » Émilie ne dit rien. Elle sentait tous les regards de la salle fixés sur eux. « Alors, ce n'est tout simplement pas juste que tu aies faim. Cette mendiante n'a même pas participé pour le gâteau. » Cria soudain Selena, le visage tordu par la rage. « Mange, la clocharde. » Sur ces mots, elle attrapa un morceau de gâteau avec sa main et le lui étala violemment sur le visage. La salle tomba dans un silence de mort. Le seul son était la crème collante qui gouttait sur le sol des cheveux et de la robe d'Émilie. Et dans ce silence, retentit le son indubitable du rire. C'était Robert, son mari. Il se tenait là, son téléphone à la main, secoué de rire en filmant l'humiliation de sa femme. Ses amis se joignirent à lui, riant derrière lui. Émilie resta figée. Elle ne pleura pas. Elle regarda simplement son mari, son visage rieur. Et à cet instant, quel que soit l'amour qui vacillait encore dans son âme, il mourut complètement, irréversiblement. Un instant, le monde entier d'Émilie se réduisit à un seul point. L'écran du téléphone de Robert où elle voyait son propre reflet, un visage choqué, une rose en fondant rose étalée sur sa joue. Des gouttes de glaçage accrochées à ses cils. Et au-delà de ce reflet, le rire. Le rire de son mari, le rire de ses amis, le sifflement et le sourire suffisant de sa belle-mère. Le temps sembla ralentir, s'épaississant en quelque chose de lourd et de sirupeux. Elle ne se souvint pas s'être détournée ou d'avoir quitté la salle. Elle se déplaçait comme dans un rêve, ne remarquant pas les visages stupéfaits des invités ni n'entendant les marmonnements gênés de l'animateur essayant de sauver la situation. Elle marchait simplement, laissant derrière elle des traces collantes de crème sur le tapis coûteux. Elle repéra le panneau loge, une petite pièce réservée aux jeunes mariés pour se refaire une beauté ou se changer. Elle y entra, verrouilla la porte derrière elle, et seulement alors s'autorisa à expirer. Elle s'adossa à la porte froide et glissa lentement jusqu'au sol. Il n'y avait pas de larmes, seulement un choc sourd, assourdissant, paralysant. Elle resta assise sur le sol parmi les boîtes de cadeaux éparpillées, fixant un point dans le vide. Son esprit était complètement vide, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur et éteint tous ses sentiments, pensées et émotions. Elle resta ainsi peut-être 10 minutes. Puis, elle se leva lentement et se dirigea vers le grand miroir au cadre doré. Un monstre la regardait en retour. La robe ruinée qui avait coûté une fortune. Le gâteau étalé sur son visage, mélangé à un maquillage cher, et ses yeux, des yeux vides, sans vie, de quelqu'un qui venait de tout perdre. L'amour, l'espoir, la dignité. Machinalement, elle prit une serviette et essaya de s'essuyer le visage, mais la crème ne fit que s'étaler davantage, laissant des traînées roses et grasses. Elle regarda ses mains. Elles aussi étaient collantes de glaçage. Elle sentit une vague de nausée, puis tout sortit. Ce n'était pas des pleurs. C'était un cri silencieux et convulsif montant des profondeurs de son âme. Elle se plia en deux, le souffle coupé par une douleur qui n'était pas physique, mais quelque chose de bien pire, la douleur de la trahison. Il n'avait pas seulement manqué de la protéger. Il avait apprécié son humiliation. Il avait ri. Ce rire résonnerait désormais dans ses oreilles pour toujours. Elle se tordit dans une hystérie silencieuse, incapable de s'arrêter. Toute sa vie, tous ses rêves d'une famille heureuse avec cet homme, s'étaient effondrés en un instant. Elle se souvint de ses mots doux sur l'amour, de ses tendres caresses,
de sa promesse d'être toujours à ses côtés. Tout cela n'avait été qu'un mensonge, une imposture. Un décor cachant une marionnette lâche et sans caractère, entièrement contrôlée par sa mère cruelle et autoritaire. Elle pleura sa propre naïveté. Comment avait-elle pu être si aveugle? Comment avait-elle pu ignorer l'évidence? Tous ces signaux d'alarme, toutes ces humiliations qu'elle avait balayées d'un revers de main, les attribuant à la personnalité difficile de sa mère et à la mollesse de Robert. Elle avait laissé les choses en arriver là. Avec sa patience et son pardon, elle leur avait tendu l'arme même qu'ils avaient utilisée contre elle. Un léger coup fut frappé à la porte. « Émilie, ma chérie, ouvre. »« C'est moi » vint la voix de son oncle. Elle ne voulait voir personne. Elle voulait que tout le monde la laisse seule. « Va-t'en, croissant. »« Émilie, s'il te plaît, ouvre la porte. Nous devons parler. » À contre-cœur, elle se leva du sol, se dirigea vers la porte et tourna la clé. Son oncle entra et ferma doucement la porte derrière lui. Il ne regarda ni son visage ni sa robe. Il la regarda droit dans les yeux. « Alors, ça va mieux » demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête en silence. « Maintenant, lave-toi le visage et écoute attentivement. » Sa voix était calme, mais il y avait une telle force en elle qu'Émilie obéit sans réfléchir. Elle alla dans la petite salle de bain de la loge, ouvrit le robinet et lava les restes du gâteau et de son humiliation. L'eau froide la ramena à la raison, du moins un peu. Quand elle revint, son oncle était assis dans le fauteuil. Il la regardait toujours calmement. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant » demanda-t-elle, la voix plate et sans vie. « Maintenant, dit-il en insistant sur chaque mot, tu vas retourner dans cette salle et terminer cette soirée. Mais selon tes propres termes. »« Je ne peux pas, murmura-t-elle. Je ne peux pas les affronter. »« Tu le peux, répondit-il fermement. Non seulement tu le peux, mais tu le dois. Pour toi-même, pour tes parents qu'ils ont humiliés à travers toi, pour moi. » Il se leva et s'approcha d'elle. « Émilie, je ne t'ai pas élevée pour que tu te laisses marcher sur les pieds. Tes parents étaient des gens merveilleux, forts et fiers, et tu es leur fille. Leur sang coule dans tes veines. Et le mien aussi. Et les Wright, il sourit, n'abandonnent jamais. » Il marqua une pause, puis ajouta, « Ils pensent qu'ils ont gagné. Qu'ils t'ont brisé. Ils s'attendent à ce que tu partes en larmes pour qu'ils puissent célébrer leur petite victoire. Ne leur donne pas cette satisfaction. » Ces paroles, sa certitude calme, commencèrent à faire leur chemin. Le choc s'estompa, remplacé par autre chose. Quelque chose de froid, de tranchant, comme un éclat de glace. C'était la rage. « Que dois-je faire » demanda-t-elle, et sa voix ne tremblait plus. « Sois simplement toi-même. Sois une Wright. » Il sourit. « Et je serai juste là avec toi. » Puis il sortit un mouchoir d'un blanc immaculé de sa poche. « Sèche tes larmes. Tu ne pleureras plus jamais pour eux. » Il lui tendit le mouchoir. Émilie le prit et tamponna ses yeux. Elle se regarda dans le miroir. La robe ruinée, le visage strié de larmes, mais son regard avait changé. Il n'y avait plus de peur, plus de douleur, seulement de l'acier. Elle était prête. Émilie fixa son reflet, et dans le fond de ses pupilles, un feu froid se mit à brûler. La femme dans le miroir n'était plus cette fille naïve et effrayée qui, une demi-heure plus tôt, voulait s'enfoncer sous terre de honte. C'était une autre Émilie. Une Émilie qui avait réalisé toute la profondeur de la trahison et était prête à se battre. « Aide-moi avec ma robe » dit-elle à son oncle. « Il faut la remettre en état d'une manière ou d'une autre. » Ensemble, ils essayèrent de nettoyer la dentelle délicate de la crème collante. Il était impossible d'enlever toutes les taches, mais ils firent de leur mieux. Émilie arrangea ses cheveux et remit du rouge à lèvres. Chaque mouvement était maintenant précis et confiant. L'agitation et le tremblement avaient disparu. « Es-tu sûr de vouloir y retourner » demanda son oncle, la regardant attentivement. « On peut simplement partir maintenant. »« Non » répondit-elle fermement. « Tu as raison. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Cette soirée n'est pas encore terminée. » Quand ils quittèrent la loge et retournèrent dans la salle, Émilie sentit son cœur battre, régulier et fort, dans sa poitrine. Il n'y avait pas de peur, seulement un calme glacial et une compréhension claire de ce qu'elle devait faire. Leur retour fut comme l'explosion d'une bombe. La musique s'arrêta immédiatement. Toutes les conversations cessèrent. Des centaines d'yeux se fixèrent sur elle. Elle traversa la salle la tête haute, ignorant les chuchotements et les regards surpris. Les taches de gâteau sur sa robe étaient visibles de tous, et ce n'était pas une marque de honte, mais des cicatrices de guerre. Les Brown étaient assis à la table d'honneur.
Selena, en la voyant, sourit triomphalement. Elle ne s'attendait clairement pas à ce qu'elle revienne et supposait apparemment qu'Émilie était venue s'excuser. Charles la regarda avec un sourire méprisant. Robert détourna le regard. Il ne pouvait supporter de croiser les yeux de sa femme. Sans dire un mot, Émilie s'approcha de la table de l'animateur et lui prit le micro des mains. « Puis-je avoir un moment de votre attention ?» dit-elle, et sa voix, amplifiée par les haut-parleurs, était étonnamment stable et forte. L'animateur la regarda, confus, puis son oncle se tenant silencieusement derrière elle comme un garde du corps, et décida de ne pas intervenir. « Je vois que la fête bat son plein », continua Émilie, balayant la salle d'un regard froid. « J'espère que vous avez apprécié le petit spectacle que ma belle-mère a organisé. C'était très créatif. » Elle marqua une pause, laissant ses mots s'imprégner. Le sourire disparut du visage de Selena. Elle réalisa que quelque chose n'allait pas selon le scénario. Habituellement, à la fin de la soirée, il est de coutume de remercier ceux qui ont aidé à organiser la célébration. J'aimerais rompre cette tradition et le faire maintenant, car je crains que certains d'entre vous ne perdent plus tard l'envie d'être reconnaissants. Elle se tourna vers la table des Brown. Je tiens à remercier chaleureusement Charles et Selena pour votre soutien moral inestimable et pour avoir si ouvertement et honnêtement clarifié votre position dès le début, sans dépenser un seul centime pour notre mariage. Très instructif. Charles devint rouge. Selena agrippa la nappe. J'aimerais aussi remercier mon mari, dit-elle, le mot empreint d'une ironie à peine dissimulée. Merci, Robert, pour ta protection et ton soutien. Ton rire quand ta mère m'a jeté du gâteau au visage. Je ne l'oublierai jamais. C'était le cadeau de mariage le plus précieux. Robert se tassa sur sa chaise. Il était pâle comme un linge. Ses amis, qui riaient avec lui quelques instants auparavant, fixaient maintenant leurs assiettes. Mais surtout, Émilie se tourna vers son oncle et pour la première fois ce soir-là, sa voix s'adoucit, « Je veux remercier la seule personne qui soit vraiment de ma famille. La personne qui a remplacé mes parents, m'a élevé et a tout fait pour que je puisse avoir cette célébration aujourd'hui. » Elle s'approcha de son oncle et le serra dans ses bras. « Merci, oncle Marcus, pour tout, pour ton amour, ton soutien et pour ce mariage merveilleux. » Elle s'écarta et reprit le micro. Elle regarda droit dans les yeux de Charles, qui semblait prêt à exploser de rage. « Vous savez, Charles, mon oncle est un homme très modeste. Il a demandé à être présenté comme le propriétaire d'une petite entreprise de construction. Et c'est vrai. Il a vraiment une telle entreprise. C'est son projet passion, pour ainsi dire. » Elle marqua une autre pause, savourant le silence complet dans la salle. Tous les invités retenaient leur souffle, attendant la suite. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est acceptable de rompre cette modestie, car je veux que tout le monde sache quel oncle merveilleux j'ai. Et je veux que mes nouveaux parents, elle regarda de nouveau les Brown, le comprennent aussi. Elle prit une profonde inspiration, rassemblant ses forces pour le coup final. Elle vit la peur dans les yeux de Robert, la rage dans ceux de son père et la confusion sur le visage de sa belle-mère. Ils ne comprenaient toujours pas ce qui se passait, mais ils sentaient déjà le sol se dérober sous leurs pieds. Le point de rupture interne qui s'était produit pour Émilie dans la loge devait maintenant se matérialiser en paroles qui changeraient tout, et elle était prête à les prononcer. Émilie serra plus fort le micro dans sa main. Sa voix résonnait d'un calme absolu, mais cette confiance tranquille était plus terrifiante que n'importe quel cri. Elle regarda la famille Brown, et il n'y avait ni haine ni méchanceté dans son regard, seulement un mépris froid et détaché, comme si elle observait des insectes sous une loupe. Ainsi, continua-t-elle, et chacune de ses paroles tombait dans le silence retentissant de la salle comme une goutte lourde, je tiens à exprimer ma gratitude non seulement à mon oncle Marcus Wright, mais aussi à toute son équipe, l'équipe de l'immense holding médiatique et d'investissement Horizon Media, dont il est le propriétaire et fondateur. Elle prononça le nom de la holding lentement et délibérément. La première réaction dans la salle fut la stupéfaction. La plupart des invités ne comprenaient pas ce qui se passait, mais Émilie vit comment le visage de Charles changea. Il sursauta comme s'il avait été frappé, et sa couleur cramoisie commença à virer au blême. Contrairement aux autres, il connaissait parfaitement ce nom. « Oui, vous avez bien entendu », s'autorisa Émilie un léger sourire venimeux. La holding même qui, le mois dernier, a entamé la procédure, comment dit-on de nos jours, de fusion et acquisition avec une entreprise de construction très célèbre de notre ville, appelée Stroy Garant. Maintenant, tout le monde comprenait. Un bourdonnement se propagea dans la salle comme une ruche dérangée. Les partenaires commerciaux de Charles, assis à l'une des tables, chuchotaient avec excitation.
Ils étaient au courant de cette transaction majeure, qui avait été la principale nouvelle dans les cercles d'affaires de la ville depuis plusieurs semaines. Mais personne ne connaissait le nom du mystérieux investisseur qui absorbait l'empire des Brown. Je n'ai appris que récemment cette agréable coïncidence, continua Emily, sans quitter des yeux le visage stupéfait de son beau-père. Et j'espère vivement que notre union d'aujourd'hui, pour ainsi dire, contribuera à une coopération future fructueuse, surtout honnête entre nos familles. Après tout, nous sommes maintenant une grande et sympathique famille, n'est-ce pas? Elle balaya du regard la table des Brown. Charles était assis, agrippant les accoudoirs de sa chaise, respirant lourdement. Il ne regardait pas Emily, mais son oncle, qui continuait de se tenir calmement derrière elle. Il y avait de l'horreur dans son regard, l'horreur d'un homme d'affaires qui réalisait qu'il venait de commettre l'erreur la plus fatale de sa vie. Il n'avait pas seulement insulté la fiancée de son fils. Il avait insulté la nièce de l'homme qui tenait maintenant son entreprise, sa réputation, tout ce qu'il avait construit au fil des ans, entre ses mains. Selena, qui n'avait d'abord rien compris, regarda son mari. « Charles, qu'est-ce qu'elle raconte » murmura-t-elle. Mais Charles ne répondit pas. Il était complètement paralysé par la prise de conscience de ce qui s'était passé. Et puis, quelque chose se produisit qu'Emily n'attendait pas. Selena, la dame de fer, la reine du snobisme, laissa soudain échapper un léger gémissement, roula des yeux, lentement, comme foudroyée, commença à s'effondrer sur le sol. Elle s'était évanouie. Le chaos éclata dans la salle. Quelqu'un se leva d'un bond. Quelqu'un cria « Un médecin !» Robert, qui était resté figé jusqu'alors, reprit enfin ses esprits et se précipita vers sa mère. « Maman! Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» Emily resta debout, le micro à la main, observant la scène avec un calme glacial. Elle ne ressentit ni pitié ni joie malveillante, seulement un sentiment de justice restaurée. Oncle Marcus posa sa main sur son épaule. « Allons-y, dit-il. Tu n'as plus rien à faire ici. » Il la prit par la main et la conduisit vers la sortie. Les invités s'écartaient devant eux comme les vagues devant un brise-glace. Personne n'osa dire un mot. Ils regardaient Emily avec un nouveau sentiment, un mélange de peur et d'admiration. Près de la sortie, Robert la rattrapa. Son visage était pâle d'horreur. « Emily, attends. » Il lui attrapa la main. « Est-ce que c'est vrai? Ton oncle, il est ?» Emily retira lentement sa main. « Oui, Robert, c'est vrai. Mais pourquoi es-tu restée silencieuse? M'aurais-tu cru ?» Elle le regarda dans les yeux, et il détourna le regard. « Aurais-tu cru une mendiante et une escroc, ou ta mère et ton père ?» Il n'avait pas de réponse. « Emily, pardonne-moi, » balbutia Robert. « Je ne savais pas. »« dit-elle sèchement. « Et tu sais quoi, Robert? Je veux te remercier aussi. »« Pourquoi ?» Il ne comprenait pas. « Pour m'avoir montré ton vrai visage aujourd'hui, et le vrai visage de ta famille. Tu m'as épargné des années de vie que j'aurais pu gaspiller en illusions. Merci, et adieu. » Elle se tourna et se dirigea vers la sortie, où son oncle l'attendait déjà, son manteau drapé sur son bras. Robert resta debout au milieu de la salle, tandis que les gens s'agitaient autour de sa mère qui avait repris connaissance et pleurait maintenant bruyamment. Il regarda Emily partir et il sembla, pour la première fois de sa vie, réaliser ce qu'il avait perdu. Et il ne s'agissait pas de l'argent de son oncle. Il avait perdu une femme qui aurait pu l'aimer sincèrement. Mais de ses propres mains, par son rire et sa trahison, il avait détruit cet amour. Sa réponse décisive était arrivée bien trop tard, pour toujours. Emily et son oncle sortirent du restaurant dans la nuit fraîche de septembre. Elle prit une profonde inspiration d'air frais, se sentant comme si elle n'avait pas vraiment respiré depuis des semaines. Son oncle jeta silencieusement son manteau sur ses épaules et ouvrit la portière de sa luxueuse voiture noire qui attendait à l'entrée. Ils traversèrent la ville nocturne dans un silence complet. Emily regardait les lumières défiler par la fenêtre et essayait de digérer tout ce qui s'était passé. Le mariage, qui devait être le plus beau jour de sa vie, s'était transformé en un champ de bataille d'où elle était sortie victorieuse. Mais la victoire était amère. « Comment vas-tu » demanda enfin son oncle sans quitter la route des yeux. « Je ne sais pas » répondit-elle honnêtement. « Vide. »« Ça passera » dit-il. « L'important, c'est que tu sois sortie de ce marécage. Il t'aurait dévoré toute crue tôt ou tard, Emily. Je l'aimais, oncle Marcus. Je sais, mais l'amour ne devrait jamais être synonyme d'humiliation. » Ils arrivèrent chez lui. « Tu vas rester avec moi pour l'instant, dit-il.
Ne retourne pas à ton appartement. Qui sait de quoi ils sont capables dans un accès de colère? Tu penses qu'ils chercheront à se venger? Je pense qu'ils essaieront de tout récupérer, sourit son oncle. Charles est en panique. Son entreprise, sa création, dépend maintenant de la décision de l'homme dont il vient de traîner la famille dans la boue. Il rampera à genoux si je n'annule pas l'accord. Et l'annuleras-tu? On verra, répondit évasivement son oncle. Cela dépend de leur comportement et de ta décision. Le lendemain, comme son oncle l'avait prédit, les appels commencèrent. Charles fut le premier à appeler. Il parla avec Marcus. Émilie était assise dans la pièce voisine, entendant des bribes de la conversation. Son oncle parlait calmement et froidement, ne laissant pas son interlocuteur en placer une. La conversation se termina par son oncle disant « Toutes les questions à ma nièce. C'est elle qui a été insultée, et c'est elle qui décidera de ce que nous ferons ensuite. » Puis Robert appela. Il appela Émilie. Ses mains tremblaient en décrochant le téléphone. « Émilie, je t'en supplie. Rencontrons-nous. » Sa voix était pleine de désespoir. « Je dois te parler. Mon père devient fou. Maman est sous sédatif. Tout s'effondre. » « Tout s'est déjà effondré, Robert, répondit-elle calmement. « Je comprends tout. J'ai eu tort. J'ai été un idiot, mais je t'aime. Donne-moi une chance de tout réparer. » « Réparer les choses ?» Émilie sourit amèrement. « Et que veux-tu réparer exactement? Reprendre ton rire? Effacer de ma mémoire l'image de ta mère tenant un gâteau? C'est impossible, Robert. Mais nous pouvons recommencer. Je parlerai à mes parents. Ils s'excuseront. Je n'ai pas besoin de leurs excuses. Je n'ai plus besoin de rien de ta part. Je demande le divorce. » Elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre. Elle savait que si elle continuait à parler, il recommencerait à jouer sur sa sympathie et elle pourrait flancher. Mais elle ne voulait plus être faible. Le divorce fut finalisé en un temps record. Les Brown n'osèrent pas s'y opposer. Ils ne se présentèrent même pas au tribunal, envoyant leurs avocats à la place. Émilie reprit son nom de jeune fille, Wright, et ce fut comme une bouffée d'air frais. Elle était redevenue elle-même. Charles tenta plusieurs fois de la rencontrer, envoyant des cadeaux coûteux par l'intermédiaire d'avocats, offrant de l'argent. Émilie retourna tout. Elle ne voulait pas de leur charité. Elle ne voulait qu'une chose, qu'ils disparaissent de sa vie pour toujours. L'accord de fusion fut finalement conclu. Son oncle décida de ne pas détruire complètement l'entreprise des Brown. « C'est un bon constructeur », expliqua-t-il à Émilie. « Juste un homme pourri. Laisse-le travailler, mais maintenant il travaillera pour nous et connaîtra sa place. » Charles perdit la participation majoritaire et devint un simple cadre supérieur engagé dans sa propre ancienne entreprise. Pour lui, c'était pire que la faillite. Selena, ayant perdu son statut d'épouse du propriétaire, cessa d'apparaître en société. La rumeur disait qu'elle s'était renfermée sur elle-même et quittait rarement leur immense maison, désormais si vide. Le conflit était résolu. La justice, telle que son oncle la concevait, avait prévalu. Les Brown furent punis non par la prison ou la ruine, mais par ce qu'ils craignaient le plus, la perte de statut et de pouvoir. Ils avaient eu ce qu'ils méritaient. Émilie gagna la liberté. Elle s'éloigna de ses relations toxiques et humiliantes, payant un lourd tribut, mais préservant le plus important, elle-même. Elle n'était plus seulement une mariée d'une famille simple. Elle était Emily Wright, et son avenir ne dépendait que d'elle. Un an passa. La vie d'Emily changea radicalement. Suivant les conseils de son oncle, elle suivit des cours de perfectionnement à Milan et dirigeait maintenant une nouvelle division de sa holding, Elite Landscape Design, pour de grands clients corporatifs. Elle travaillait dur, voyageait, rencontrait des gens intéressants. La jeune fille autrefois modeste et peu sûre d'elle avait disparu. Elle était devenue une jeune femme élégante et confiante qui savait exactement ce qu'elle voulait de la vie. Elle vendit l'appartement que son oncle lui avait autrefois donné et acheta un loft spacieux avec des fenêtres panoramiques au cœur de la ville. Elle conçut elle-même sa nouvelle maison, et celle-ci reflétait son monde intérieur, lumineux, libre, rempli d'air et de verdure. Elle ne pensait presque jamais aux Brown. Parfois, elle entendait des échos de leur vie. Charles continuait de travailler dans l'entreprise sous la direction de son oncle. On disait qu'il avait beaucoup décliné, vieilli, se transformant du redoutable maître de la ville en un employé de bureau discret. Robert ne resta pas longtemps dans l'entreprise de son père après le divorce. Il ne supportait pas les regards moqueurs de ses collègues et démissionna. La rumeur disait qu'il avait déménagé de Boston, essayé de lancer une affaire, mais apparemment sans succès.
Un jour, assise dans un café avec une amie, Emily tomba sur une photo de Selena dans un magazine de mode. Elle était dans une page mondaine, photographiée lors d'une vente aux enchères caritatives. Selena avait l'air vieillie. Son visage portait un masque de chagrin poli et dans ses yeux, il y avait le même vide qu'Emily avait vu dans sa maison. La légende disait, Selena Brown, philanthrope bien connue, poursuit l'œuvre de son défunt mari. Emily fut surprise d'apprendre que Charles était décédé 3 mois plus tôt d'une crise cardiaque. Elle ne ressentit rien, ni pitié, ni joie malveillante. Cet homme faisait partie de son passé, qu'elle avait laissé derrière elle. Sa vie personnelle s'améliorait également. Elle avait commencé à fréquenter un architecte d'un département connexe. Il avait son âge, était intelligent, talentueux et doté d'un grand sens de l'humour. Plus important encore, il la voyait comme une personne, appréciait son opinion et respectait son travail. Il ne savait rien de son passé, et elle n'était pas pressée de le lui raconter. Elle voulait construire de nouvelles relations sur des bases saines. Un soir, alors qu'il se promenait le long des quais, il s'arrêta soudain, lui prit les mains, la regardant dans les yeux, dit « Emily, je veux que tu saches que je n'ai jamais rencontré une femme comme toi. Tu es si entière, forte et en même temps si tendre. Je t'aime. » Elle le regarda, les larmes lui montèrent aux yeux. Mais c'étaient des larmes de bonheur. Elle réalisa qu'elle avait bouclé la boucle. Elle était sortie du feu de l'humiliation et de la trahison, non pas brisée, mais au contraire, renforcée. Elle se souvint de ce jour terrible, de son mariage ruiné, et réalisa qu'elle lui en était reconnaissante. Reconnaissante de lui avoir montré ce que l'amour ne devrait jamais être. Reconnaissante de l'avoir forcé à trouver en elle une force qu'elle ne soupçonnait même pas. Elle se serra contre l'homme qu'elle aimait et murmura « Je t'aime aussi ». Sa victoire intérieure était complète. Elle avait gagné non seulement la liberté et l'indépendance, mais aussi un nouvel amour véritable, construit sur l'égalité et le respect. Elle comprit que son bonheur n'avait jamais dépendu du statut ou de l'argent. Il avait toujours été en elle, dans sa force, sa dignité et sa capacité à rester elle-même, quoi qu'il arrive. Elle était la fille de ses parents, la nièce de son oncle. Elle était Emily Wright, et c'était plus que suffisant. Si cette histoire de force et de courage vous a parlé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, car chacun de nous mérite d'être valorisé et respecté, et parfois, il faut se battre pour ce droit.